La première chose, c'est de fonder une nouvelle science sociale africaine. Et là, il faut étudier l'Afrique par l'Afrique, pour l'Afrique et selon l'Afrique. C'est l'idée qui a été lancée dans les années 70 qu'on appelait l'authenticité, mais c'est l'idée aujourd'hui qui a été intellectuellement formalisée par les Africains américains, ce qu'on appelle l'afrocentrique. Il faut partir de l'Afrique, partir de ses langues, partir de son discours pour pouvoir faire une connaissance de l'Afrique. L'Afrique ne se connaît pas et elle n'est pas connue à l'étranger. Je veux dire en termes de connaissances scolaires, universitaires ou de culture générale. Les Africains ont besoin de se connaître eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur langue. Ils ne connaissent pas leur culture. Je vais illustrer mon propos par ceci. Il y a 2 ans, puisque je suis maître de la parole, j'étais parti pour négocier un mariage. Et c'était 2 heures avant que la cérémonie commence. Je demande au père du marié, puisque je représentais la famille du marié, de me donner le nom de son père et de son grand-père, et le nom de son village, et le nom de son totem. Eh bien, le monsieur qui a moins de 50 ans ne connaissait pas le nom de ses propres grands-parents directs, ne connaissait pas le nom de son village, ne connaissait pas le nom de son totem. Alors j'ai dit, moi, nous étions en province, je rentre, si dans une demi-heure, vous n'appelez pas, et pour que je puisse avoir ces renseignements. Si je ne les ai pas, moi je rentre, donc il n'y aura pas de mariage. Vous voyez un peu l'exemple. Donc, il faut fonder une connaissance de l'Afrique à partir de l'Afrique. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, je pense qu'il faut développer une politique culturelle. Parce que nous manquons de politique culturelle. Il ne suffit pas d'avoir un ministère et puis de donner des subventions. S'il y en a, d'ailleurs, il n'y a pas déjà de subventions, mais si on en donnait, ça, ce n'est pas le ministère de la Culture. Qu'est-ce que la culture? Nous avons donné, il y a 10 ans, une définition de la culture qui semble tenir debout. Cette définition dit ceci. La culture est l'ensemble des valeurs transmises des ascendants aux descendants sans le consentement des descendants. Et quand je vous ai expliqué tout à l'heure la technique du colonialisme, vous avez vu que chaque fois, on dit non, il y a telle chose dans la culture africaine qui n'est pas bon, il faut enlever. Quand on développe la culture en Europe, on fait des réformes. Les réformes ne servent pas à détruire les éléments de culture, mais plutôt à les enrichir. Donc la modernité, c'est l'enrichissement des traditions, de ce qui est déjà culture classique. Ce n'est pas la mise à la poubelle de ce que les anciens ont fait. Donc nous avons ce très grand besoin d'avoir des politiques culturelles, dans ces politiques culturelles fondées sur les langues maternelles africaines et ouvertes aussi aux cultures des autres peuples. Parce que ce serait une grosse bêtise de renoncer à ce que René Depestre m'avait dit en 2006. Il dit, fils, conserve la langue française, parce que c'est un butin de guerre. C'est ce qu'il m'a dit à l'UNESCO. Il dit, conserve et continue à étudier la langue française. Étudie-la bien. C'est un butin de guerre. Donc, nous avons besoin, pour pouvoir dialoguer avec les autres peuples, nous faisons des politiques culturelles afin que nous arrivions à nous connaître nous-mêmes, à vivre notre culture, mais nous préparer maintenant à vivre en dialogue de culture avec les autres peuples. Ce sera notre grandeur. Troisième solution, c'est aussi d'honorer ceux qui ont travaillé pour nous. Vous savez que quand vous entrez sur Internet ou quand vous lisez les articles des journaux, vous allez dans les manuels scolaires, universitaires, vous voyez que, en fait, le déballage public est devenu vraiment les fondements des sciences sociales africaines. On insulte les présidents, on insulte les passés, nos ancêtres et tout ça. On insulte, on vilipende tout ce que nos ancêtres ont fait, y compris ceux qui sont nos autorités jusqu'aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a des traditions en Afrique, on respecte les chefs, même quand il commet des fautes et même quand il est nu, on les respecte. Et ces
au devoir du peuple d'apprendre aux chefs de les respecter. Donc, nous n'avons respecté personne, ni les pères des indépendances, ni nos instituteurs, et ni nos savants, qui ont consacré leur vie. Aujourd'hui, nous citons leurs noms, nous citons les Lumumba, nous citons le Kwame Nkrumah, nous citons les Sékou Touré, nous citons les Thomas Sankara. Nous les citons, mais nous ne faisons rien pour les honorer. Parce que les honorer, ce n'est pas seulement citer leurs noms. C'est de réaliser ce qui fut leur rêve. Donc, ça c'est la troisième solution, réaliser les rêves des pères des indépendances et les rêves de nos ancêtres, ces rêves de liberté, ces rêves de renaissance. Nous devons les réaliser, mais nous ne pouvons pas les réaliser comme ça dans le vide. Il faut que nous nous connaissions nous-mêmes, il faut que nous parlons dans la langue des ancêtres, parce que pour que les choses que nous disons, nous les maîtrisions. Enfin, il y a une dernière solution, c'est pratiquer la maths. Qu'est-ce qu'on appelle maths? La maths, c'est en fait la région de l'Afrique. On ne donne pas, nous on ne donne pas, on n'a pas l'habitude de donner, de citer toutes les choses. Les choses de Dieu ne portent pas des noms comme ça. On ne qualifie pas les choses de Dieu comme ça à tir larigot. Donc, la maths est composée de 3 comportements. Le premier comportement de la maths, c'est l'amour du prochain. Le deuxième comportement de la maths, c'est la solidarité. Quand j'entends solidarité ici, ça veut dire que quand je mange, je dois savoir que le reste de ma nourriture n'ira plus à la poubelle. Et je dois savoir si l'autre a mangé. Et l'autre, ce n'est pas seulement mes enfants. Troisième comportement dans la maths, c'est la justice. Alors, souvent on a l'habitude, une conception de la justice punitive. Oui, il m'a fait ceci, hein, alors je vais l'accuser, il méritera ceci. Ce n'est pas de la justice ça. C'est un des aspects de la justice. L'aspect de la justice dont je parle ici dans la maths, si moi, je ne peux boire qu'un litre d'eau, je ne me sers pas 5 litres d'eau pour en jeter finalement les restes. Donc, la notion de la justice, c'est celle qui consiste aussi à se dire que lorsque je fais telle chose est bien pour moi, et que si je la fais pour moi-même, elle ne me fait pas souffrir, je ne la fais pas pour l'autre. Donc, je pratique la justice moi-même, mais pas la justice institutionnelle. Quatrième comportement dans la maths, c'est la vérité, l'exercice de la vérité. Vous savez, il y a un grand historien français, Fauvet, qui disait que c'est les mensonges qui dirigent le monde. Et il y a un autre haut fonctionnaire des Nations Unies, Thibaut Mendé, qui avait écrit l'aide au sous-développement. Lui, il dit ceci: l'Afrique est le continent qui détient les records du plus grand nombre de mensonges par habitant. Donc, vous voyez, je vais terminer par là. Je dis que pour qu'il y ait renaissance africaine, il faut qu'il y ait dialogue. Nous devons nous parler en toutes circonstances, en tout lieu. Et tout le temps, nous parler. Parce qu'il faut enlever les frustrations, les incompréhensions. Deuxième chose, il faut solidariser. La première forme de solidarité que nous devrons utiliser, c'est la solidarité urbaine et la solidarité urbaine et économique. Qu'est-ce que la solidarité urbaine? Nous devons habiter dans le même quartier. Permettez-moi de terminer par cet exemple. Quand vous entrez dans un village africain, oh, c'est mal dessiné. C'est pas pour ça. Est fait dans cette idée. Il doit avoir la forme circulaire. Pourquoi la forme circulaire? Parce que les ancêtres pensaient que la terre est ronde parce que Dieu qui habite au ciel
dans les astres et tout ça ont la forme ronde. Donc les astres les plus importants, le Soleil et la Lune, ont cette forme-là. Donc il faut aussi que la Terre, les lieux où habitent les gens, soient comme ça. Alors, vous voyez que toujours un chef n'habite pas loin de ses administrés. Il doit être au village. Vous ne pouvez pas être administré tel village et puis vous habitez à un autre endroit et vous venez ici. Vous ne venez pas au travail. Le chef, c'est quelqu'un qui est consacré pour s'occuper des problèmes de la cité. Il habite au milieu, sa maison. Autour habitent ses descendants et ses épouses. Et puis vient la deuxième zone où habitent les personnes qui l'assistent dans ses tâches. Puis vient les restes des habitants. Et puis ceux-là ils ont pour mission des missions de sécurité. Et en dehors, nous avons une zone qu'on appelle par exemple en Kikongo Zumbu. S'il y a des Antillais ici qui entendent parler des zombies et tout ça. Zumbu, c'est une terre qui a été cultivée pendant longtemps, qui a été laissée en friche, où habitent les esprits des ancêtres. Donc on peut en parler dans la littérature des forêts sacrées. Deuxième chose, nous avons les Ziami. Ici, les cimetières où les morts récents que nous connaissons habitent. Nous avons généralement la zone agricole, la zone réservée à la culture végétale. Donc, quand on fait les champs, on ne met pas les animaux. Et il y a une zone qui est réservée aux animaux. Bon, donc, je donne rapidement comment est fait un village africain. C'est cette structure, lorsque nous parlons de dialogue et de solidarité, nous devrons avoir un urbanisme qui répond à ces contraintes-là. C'est-à-dire que celui qui va administrer les gens doit habiter à cet endroit-là. Et il doit être 24 heures sur 24 heures au service de ses administrés. Donc, ça, une fois qu'on a résolu ces questions-là, qu'un maçon habite à côté de l'ingénieur, que l'ingénieur habite à côté de celui qui ramasse les poubelles, ainsi de suite, en ce moment-là, il y aura des dialogues. Les gens vont se parler. Et grâce à ça, vous voyez les chiens à quatre pattes, mais ils habitent à côté de l'homme. Pourquoi les chiens? Vous savez pourquoi les chiens habitent à côté de l'homme? Les chiens est un traître. Les chiens a trahi les animaux. Il est venu habiter à côté de l'homme parce qu'il pensait que les hommes étaient plus solidaires que les animaux. Et quand il faut aller attraper les animaux, les chiens nous aident à aller attraper les animaux. Vous voyez, donc, il est traître à son peuple, mais il est fidèle à l'homme. Et même les chiens, parce qu'il a compris cette nécessité-là de la solidarité, les chiens est venu habiter à côté de l'homme et lui est resté fidèle. Alors, si vous prenez aujourd'hui une cité dite moderne, vous allez voir qu'il y a un centre ici, il y a les centres où habitent l'élite, et tout autour, vous savez comment on appelle? Vous savez ce que ça veut dire banlieue? C'est un lieu qui est en dehors de la cité. Or, quand on dit cité, ça veut dire pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir social et toute forme de pouvoir. C'est là où se trouve. C'est les gens, disons, pour utiliser la langue ce qu'on disait en Afrique. Donc, il y a les évolués, l'endroit habité par les évolués. Mais ici, la notion de banlieue, c'est une cité qui est à l'écart. Non seulement c'est une cité qui est à l'écart, mais c'est la cité de Bani. Vous voyez, il y a les mots ban, donc à l'écart du lieu de la cité. Et vous voyez, par exemple, l'Europe qui a quand même réussi à faire de telle sorte que quand vous allez dans une cité ici, même en banlieue, vous voyez qu'il y a quand même
presque 80-90% des éléments qu'on trouve dans le 16e arrondissement, vous pouvez les trouver à Saint-Denis, vous pouvez les trouver dans n'importe quel quartier pauvre. Il y a des routes, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a l'école, et ainsi de suite. Même si en termes de qualité, ça n'atteint pas le même niveau, mais vous trouvez que toutes les structures sont là. Ce n'est pas dans les villes africaines. J'ai exprès voulu ne pas traumatiser les esprits, mais que chacun se rappelle un peu comment est faite une ville africaine. Quand on vous dit quartier, banlieue à l'africaine, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Donc nous devons revenir à cette vie-là des villages. Ce n'est pas un traumatisme d'y arriver à ça. J'ai fini par un exemple. C'est le dernier, sincèrement, mes 30 minutes sont finies, je pense. Alors, j'ai été invité un jour chez un frère. Et le frère est sorti faire des courses. Moi, je suis arrivé. Je suis reçu par la famille. On m'a mis dans un coin comme c'était une fête. Et le monsieur rentre une demi-heure après. Il demande est-ce que le vieux est arrivé. Il dit il n'est pas arrivé. Ah, mais comment se fait-il qu'il n'est pas arrivé? Il dit non, il n'est pas arrivé. Mais il y a un monsieur qui est à l'intérieur. Alors le mari arrive. Oh, mais vieux, mais tu es là. La femme voit son mari s'agenouiller pour me saluer. Il dit, voilà le vieux dont je te parle tout le temps. La scène, le mari était tellement gêné, il demande, est-ce qu'il a déjà mangé? Est-ce qu'il a déjà bu? Il dit, pas encore. Alors il n'a rien dit, mais plusieurs jours après, il est venu, il m'a dit, vous savez pourquoi? Parce que ma femme attendait voir quelqu'un vraiment tellement que je parle de vous, il s'attendait que vous allez venir avec un apparat incroyable. Et elle vous présente ses excuses. Parce que aujourd'hui, elle a compris que c'est la tête qui fait l'homme, et pas l'apparence. Je vous remercie. Donc je descends, et nous, dans la famille, nous avons eu aussi, il est là, parce que c'est l'enfant de nos grands, dans la lignée, nous avons des pasteurs. Dans toutes les familles, nous avons des diacres. Les seuls récalcitrants, c'est moi. J'ai été diacre pendant 3 ans. Mais c'est trop dur. Donc je vous explique tout simplement. Nous avons ce principe ici. Nzambi imbange muntu. Et muntu imbange Nzambi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est le témoin de l'homme. Et l'homme est le témoin de Dieu. Il a vécu 23 ans en Égypte. C'est là-bas qu'il a enseigné. Nous avons des textes de l'enseignement de Jésus. Nous avons les textes que lui, il a répétés. Que nous avons des textes en hiéroglyphes. Et Abraham, il est venu là. Il a été circoncis par un prêtre égyptien. La partie ici de l'Asie, toute cette partie, c'est habité par les Noirs. Quand frère vous parlez des Arabes, l'Arabe n'est pas quelqu'un de populaire. Il ne faut pas vous tromper.